Bienvenue à toutes et à tous. Ce soir, Thierry Delcourt, Je ne veux plus aller à l'école aux éditions Max Milo. Thierry Delcourt est pédopsychiatre, responsable de la formation continue de psychiatrie privée, ex-rédacteur en chef de la revue Psychiatrie. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages de psychiatrie clinique comme La fabrique des enfants anormaux, La folie de l'artiste et Je suis ado et j'appelle mon psy, paru aux éditions Max Milo. Le dernier, c'est Je ne veux plus aller à l'école. Bonjour Thierry. Bonjour Joël Vérin. On s'était déjà vu. On s'était vu, c'était pas chez Max Milo, c'était chez Erol, et c'était sur Hystérique, histoire de des maltraitances des femmes, violences thérapeutiques autour des femmes. Ouais. D'accord. Donc, en dehors de Max Milo, vous avez fait d'autres livres alors. Ah oui, j'ai déjà 13 livres, donc j'en ai fait chez Actes Sud, chez Erol, chez Bayard et puis chez L'Âge d'Homme aussi. Alors, pourquoi avoir écrit un livre? Vous êtes plutôt psychiatre d'enfants. Vous avez des enfants qui viennent nous voir. Voilà, c'est-à-dire ça a été un choix. Vous savez on est très peu nombreux comme pédopsychiatres en France. Pour l'ensemble de la France, on est à peine 600 pédopsychiatres. Donc on était submergé de travail. Et puis est apparu depuis quelques années et encore plus depuis le confinement, une augmentation très importante des demandes de rendez-vous, avec deux versants. Le premier, c'est la souffrance des adolescents, et on a beaucoup de demandes, y compris des choses très graves, hein, idées suicidaires, scarification, etc. Et puis tout un panel d'enfants et de jeunes adolescents qui viennent avec des blocages scolaires et des déscolarisations complètes. Et ce que j'ai constaté, d'une part dans mon cabinet, mais aussi en faisant le tour et en analysant et en comptabilisant les choses, c'est qu'on est à une augmentation de 10% des déscolarisations d'enfants depuis ces 2 dernières années, avec à peu près 800 000 enfants déscolarisés en France. Donc c'est un problème à la fois de santé publique et en même temps, c'est un problème qui interroge l'école, enfin l'éducation nationale, qui doit l'interroger et qui interroge aussi, bien sûr, les parents qui sont en désarroi par rapport à cette question pour leurs enfants, quoi. Oui, donc 800 000 enfants en situation de déscolarisation sur un panel de 12 millions d'élèves en France. Voilà, c'est pas négligeable, hein. 10% d'augmentation. Vous parlez du CNED, ils vont beaucoup vers le CNED. Il y a eu 250 000 dossiers en 2021 qui ont été demandés. Je ne savais pas qu'en cas de phobie scolaire, ça pouvait être gratuit. Alors oui, effectivement, c'est le CNED qu'on appelle le CNED réglementé et sur prescription médicale, c'est-à-dire dès l'instant où un enfant est déscolarisé pour motif médical. Et en règle générale, ce sont par rapport à, par exemple, aux phobies scolaires ou aux situations de maltraitance, de harcèlement. Et à un moment donné, les enfants sont bloqués. Et donc, dans le cadre de leur déscolarisation, nous demandons à ce que temporairement, ils puissent être suivis, pour ne pas décrocher complètement, qu'ils puissent être suivis par le CNED. Alors, qu'est-ce qu'il en est que pour l'école à la maison, puisqu'il semblerait qu'il y ait une loi qui soit passée quand même pour qu'on ne puisse plus avoir cette école à la maison, l'instruction en Alors, famille. oui, effectivement, depuis la loi anti-séparatisme, hein, et toute la question communautaire et religieuse, l'étau a été resserré par le gouvernement par rapport à cette instruction en famille, puisqu'on avait constaté qu'effectivement, il y avait des choix communautaires et religieux qui amenaient à sortir de l'école républicaine, euh, publique ou privée, hein, dans un cadre de refus de ce qui était enseigné sur le plan et de la pédagogie qui était proposée dans l'école de la République. Et donc, il y a un contrôle qui est plus important maintenant, qui évite justement qu'on arrive dans des dérives comme ça. Alors ça pose un problème et en même temps, ça permet aussi de suivre et de ne pas laisser des enfants dans des situations de désarroi. Ça pose un problème parce qu'effectivement, ça complique les choses pour les parents dont les enfants sont bloqués, soit parce qu'effectivement, ils ont une phobie scolaire, soit parce que ce sont des enfants différents, notamment les enfants atteints d'autisme ou d'autres pathologies, et malgré l'inclusion scolaire, qui n'arrivent pas à s'insérer dans le cadre de l'école et où l'instruction en famille est quelque chose de souhaitable, tout en maintenant le maximum de socialisation, hein. Et donc, pour ces parents, ils doivent justifier finalement
à la fois le motif de la déscolarisation, mais aussi la qualité de l'enseignement qu'ils apportent. Alors le CNED est une garantie à ce niveau-là, puisque l'enseignement vraiment se réfère à celui de l'éducation nationale avec ce qu'on appelle le socle commun des compétences. Mais un certain nombre de parents font un choix qui peut être tout à fait légitime de passer par une autre approche, une approche Montessori par exemple, ou d'autres. Et à ce moment-là, il y a un suivi qui est beaucoup plus rapproché pour vérifier qu'effectivement, l'enseignement de ce qu'on appelle le socle commun des compétences puisse être assuré. Oui, mais ces écoles, que ce soit des écoles privées ou Montessori, ça coûte relativement cher quand même. Tout le monde ne peut pas se le payer. Oui, non, mais je ne parle pas d'école à ce moment-là, je parle de formation à la maison. Dans l'instruction en famille, il y a la possibilité voilà, il y a des familles qui font ce choix, hein, de s'appuyer sur les méthodes comme ça. Mais effectivement, C'est devenu compliqué puisque l'école est obligatoire, je crois, à partir de 3 ans, c'est ça? voilà, jusqu'à 16 ans, c'est obligation scolaire et de 16 à 18 ans, c'est l'obligation de formation, hein. C'est-à-dire que cette formation, elle ne passe pas forcément par l'école en tant que telle, elle peut passer par des stages, par ce qu'on appelle les missions locales qui permettent d'insérer des jeunes entre 16 et 18 ans de façon à ce qu'ils assurent une formation minimum pour rentrer dans la vie professionnelle. Bon, en fin de votre livre, vous avez des informations utiles concernant la législation et les obligations scolaires. C'est important que on sache. Je voulais revenir sur l'école obligatoire. Moi, j'ai ma fille qui est professeure des écoles en maternelle et le fait que l'obligation scolaire soit aussi pour les petits, hein, c'est-à-dire elle a une classe de 27 élèves, dont 3 élèves en situation de handicap. C'est pas des handicaps physiques, c'est des handicaps genre autisme, etc. Oui. Donc, ils se rendent pas compte à quel point aussi ça peut déstructurer les classes. C'est très important ça, parce qu'effectivement, c'est un des éléments qui sont responsables de ces déscolarisations. Vous savez, dans le précédent livre, La fabrique des enfants anormaux, je parle beaucoup de cette question de l'inclusion scolaire, qui d'un côté est une très bonne chose, hein, mais elle est une très bonne chose si on donne les moyens de pouvoir la réaliser, c'est-à-dire des moyens de formation pour les enseignants, des moyens aussi en réduisant les effectifs des classes. On ne peut pas accueillir des enfants en situation d'autisme si on a des classes à 27 ou 30 élèves. Il faut qu'on ait des classes à 12, 15 élèves et avec des moyens matériels et des moyens humains qui permettent justement de suivre ça. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, il suffit d'y avoir un ou deux enfants en situation d'autisme qui eux-mêmes sont en souffrance dans la classe pour déstabiliser complètement la classe, hein. Et donc, ce qu'on impose aux enseignants, qui d'ailleurs tentent de le faire tant bien que mal, à un moment donné, relève de l'impossible, de mission impossible, hein, et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que d'une part, ces enfants en situation d'autisme vont être progressivement déscolarisés, c'est-à-dire on limite leur temps sur place, mais surtout que les enfants un peu fragiles se retrouvent avec une situation d'angoisse et sont obligés à ce moment-là de quitter de quitter la classe. Mhm. Oui, je voulais préciser quand même que ma fille n'est pas seule hein, pour cette classe de 27 élèves. Mais Oui, bon, elle a des autistes, elle a des hyperactifs, elle a des gosses qui n'écoutent pas, qui sautent comme des singes sur les canapés. Enfin, il y a quand même un souci. Voilà, je voulais quand même dire que c'est pas facile pour les enseignants, c'est pas facile pour les autres enfants non plus. exactement. Alors, on va revenir à ces enfants. Qu'est-ce que le Covid a bouleversé? Parce que s'il y a quand même 10% de plus de demandes, etc., c'est qu'il y a eu un problème avec la période de la pandémie. Alors, on va différencier les jeunes enfants et les adolescents, hein, parce que c'est vraiment deux mécanismes qui sont différents. Chez les jeunes enfants, depuis une dizaine d'années, on voit une augmentation liée à des situations d'angoisse. Prenons un exemple. Quand on a fait les entraînements contre le terrorisme, un certain nombre d'enfants ont vécu une situation d'angoisse, c'est-à-dire ont vécu l'école comme un lieu d'insécurité. Et donc, certains ont développé des angoisses, par exemple, hein. L'autre élément, y compris en primaire et parfois même en maternelle,
des situations de harcèlement, hein, et qui font que des enfants sont en situation de souffrance. Alors, le harcèlement a toujours existé, sauf que les enfants ne sont pas forcément très armés pour ça. Et puis, à mesure que l'âge arrive, il y a cette dimension du cyberharcèlement avec un embrasement de ce harcèlement. Donc ça, c'est pour les jeunes enfants et notamment les préadolescents, parce que l'information importante aussi à ce niveau-là, c'est que le dernier chiffre montre une augmentation, malheureusement, des suicides chez les enfants entre 10 et 13 ans, c'est-à-dire ce qu'on appelle la préadolescence. Hein. Et cet indicateur-là est important parce qu'il montre que ces enfants, d'un côté, ont une apparente maturité, on les prendrait pour des adolescents, mais qu'en même temps, ce sont des enfants à l'intérieur et qui ne sont pas du tout prêts à affronter l'adversité et des situations douloureuses. Et donc, c'est ce qu'on retrouve aussi dans des situations de décrochage scolaire avec des manifestations d'angoisse, hein. Soit parce qu'effectivement, ils mettent la barre très très haut et ils vivent les évaluations comme un enjeu vital, soit parce qu'effectivement, ils se sentent en danger avec le regard des autres, si vous voulez, hein, qui les met en question. Ça, c'est pour les jeunes. Pour ceux qui sont un peu plus âgés, effectivement, le Covid a augmenté énormément ce décrochage scolaire lié là aussi, à deux faits. Le premier, c'est qu'on est très bien installé dans sa chambre avec la télévision, les jeux vidéo, etc. Et que finalement, le confinement et l'après-confinement qui a été plutôt chaotique, hein, avec des reprises scolaires, des arrêts, etc., ou des temps de classe limités, ces jeunes se sont installés dans un certain confort et on ne peut pas leur reprocher, mais en même temps, ils ont souvent inversé leur rythme de sommeil avec des 2-3 heures du matin sur leurs réseaux sociaux et sur leurs vidéos. Et donc, avec une impossibilité de se réveiller le matin. Et quand il a été question de reprendre, par exemple, un bus scolaire à 7 heures du matin, ben, un certain nombre ont dit non, je ne veux plus, hein. Avec un deuxième argument qui est l'école ne m'apporte pas grand-chose, j'en apprends plus sur Internet, voyez, hein, ou sur les réseaux sociaux. C'est un peu aussi la question pour l'information en ce moment, enfin, hein, qu'on pense qu'on pourrait avoir tout à disposition sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est une partie des adolescents. C'est d'ailleurs la majorité de ceux qui sont dans un refus sans souffrance, mais un refus simplement, je ne veux plus. Et la deuxième partie des adolescents, c'est ceux qui, au moment de ce décrochage, ont perdu leur capacité sociale, c'est-à-dire de rencontre avec les autres. Et quand ils se retrouvent dans le milieu scolaire, ils vont être dans une forme d'angoisse par rapport au regard des autres et finalement ne plus avoir le mode d'emploi pour prendre leur place dans la vie sociale hein, et avec une angoisse aussi autour du scolaire, voyez. Oui, il y avait le problème des masques quand même en ce qui concerne la Bien petite sûr, bien enfance. sûr. Ça fait un retard d'élocution et tout. Alors, vous avez la question pourquoi tu ne veux pas y aller et puis qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un enfant qui répond c'est pas parce que je veux pas, c'est que je ne peux pas. Oui. C'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, le titre de mon livre est un peu provocateur, dans la mesure, effectivement, on a l'habitude de dire je ne peux pas aller à l'école, c'est-à-dire qu'on a toujours pensé en termes de phobie scolaire. Et on a oublié tout cet aspect qui est je ne veux pas. Et dans ce je ne veux pas ou je ne veux plus, il y a deux aspects. Il y a soit effectivement l'enfant a réussi à sortir du milieu scolaire, donc apaise son angoisse et dit je ne veux pas y retourner parce que l'angoisse étant traumatique, quand il revient, il se retrouve confronté à son angoisse, donc il a une position de retrait, hein. Et puis, il y a ceux qui, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, des adolescents, qui disent non, je ne veux plus aller à l'école, ça ne m'intéresse pas, ça n'est plus pour moi, hein. Et c'est extrêmement difficile. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce livre, c'est-à-dire que je reçois des parents qui sont en désarroi par rapport à ça, qui sont déroutés, euh, qui n'ont pas d'autorité face à leur enfant et qui ne veulent pas forcer de façon violente les choses, bien sûr, mais qui ne savent pas comment répondre, hein. Et c'est pour ça que j'ai à la fois proposé un certain nombre de situations diverses dans lesquelles ils peuvent se retrouver, mais aussi
à chaque chapitre une proposition de quoi faire, comment faire, de façon à les aider voilà, à simplifier les choses, à écouter leur enfant et à trouver un moyen de les faire repartir à l'école. Le but n'étant pas forcément de les faire à tout prix repartir à l'école, mais arriver à ce qu'ils se sentent mieux. Hein, parce que ce qu'on dit dans... Oui, allez-y. Parce que finalement, il y a aussi un problème avec l'école. Hein, si l'école était peut-être autrement, ils auraient peut-être moins de problèmes pour y aller. Il y a peut-être un souci avec l'école aussi, mais ça, c'est pas abordé dans le livre. C'est peut-être. Oui, ça l'est abordé quand même. Dire, effectivement, par rapport à la question des évaluations, de l'obsession de la performance, du fait aussi que les enseignants eux-mêmes sont prisonniers de ça, hein, et donc sont obligés de multiplier soit les évaluations des élèves, soit des évaluations statistiques. Donc on est un peu obsédé par ça en France. Et donc ça vient peser, et notamment ça vient peser sur les enfants qui, comme on dit, veulent bien faire, ne veulent pas décevoir, font en sorte d'être présents, quoi, et de répondre aux attentes de l'école, et qui, à un moment donné, seront débordés par rapport à ça. Vous voulez, le burn-out n'existe pas que pour les adultes, il existe aussi pour les enfants et les adolescents. Et autant on accepte l'idée de faire un arrêt de travail pour un adulte qui est en situation de burn-out, autant on ne supporte pas qu'un enfant décroche de l'école. Et alors que si on accepte, par exemple, de faire un arrêt scolaire, ce que moi je fais souvent, c'est-à-dire on va s'arrêter 2, 3 semaines, et pendant ces 2, 3 semaines, essayer de comprendre ce qui se passe, écouter l'enfant, lui permettre de se reposer, lui permettre de reprendre pied, hein, et souvent on évite comme ça de figer, de bloquer les choses, hein. Oui, puis bon, est-ce que le rôle de l'école aussi, c'est de former les enfants à la sexualité, c'est de former les enfants, comme vous dites, au terrorisme, au risque d'incendie. On lui délivre des informations civiques, sexuelles et autres, quand bien même elles seraient justifiées. Il y a peut-être des enfants qui se sentent pas à l'aise avec ces choses-là aussi. Bien sûr, bien sûr. Et puis qui reçoivent tellement d'informations, à la fois au niveau de l'école, mais aussi dans leur vie sociale et dans leurs réseaux sociaux, qu'à un moment donné, tout ça déborde avec des contradictions dans ce qui leur est apporté finalement, hein. Alors moi, il y a quand même pas mal d'années, quand mes enfants allaient à l'école, je me rappelle de mon fils qui me disait de temps en temps qu'il avait mal au ventre. Il n'avait pas peur de vomir, mais il avait ce mal de ventre. Je crois que les mamans l'ont entendu, hein, justement Voilà. pour aller à l'école. Comme disait Françoise Dolto, j'ai mal au ventre. Oui, tu as mal à ta maman, hein. Le ventre étant effectivement ce qui se noue dans le moment de séparation, hein, c'est-à-dire à la fois de se séparer et en même temps de se confronter à un monde qui est étranger. Donc, on n'a pas forcément le mode d'emploi pour affronter ce monde. En plus, un monde où il y a de l'adversité, hein, alors qu'en théorie, dans la famille, il n'y a pas trop d'adversité. Quoique là aussi, les choses ont changé, et que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a des décrochages scolaires, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des situations traumatiques pour les enfants dans les ruptures familiales, dans les approches chaotiques, si vous voulez, hein, et parfois de maltraitance familiale qui, à un moment donné, amènent les enfants à être en souffrance, quoi. Alors, comment prévenir les risques suicidaires? Vous dites déjà, il faut voir si ils commencent à attaquer leur corps avec les scarifications, les mutilations. Comment on peut penser que son enfant a des risques étant... Alors, déjà, on pourrait reprendre au départ. Si on arrive à écouter ses enfants, et écouter, c'est pas simple, parce que c'est ne pas recouvrir la parole de l'enfant de quelque chose qui tout de suite rassurerait ou qui viendrait poser la question à l'enfant, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu ressens? Les enfants ne peuvent pas répondre directement à ça. Par contre, quand il y a un dialogue avec les enfants, à un moment donné, s'ils sont dans une situation de souffrance, ils sauront donner des indices par rapport à ça. Le premier indice, c'est qu'effectivement, l'enfant perd l'élan, par exemple, hein, perd l'élan de vivre, perd son intérêt pour ses activités, pour ses passions, etc. Ça, c'est une des premières choses. Il y a aussi les manifestations anxieuses.
Et par exemple, une signature importante, c'est l'enfant qui n'arrive pas à dormir le dimanche soir, hein, redoutant le lundi matin à l'école, ou qui tous les soirs met un temps fou à s'endormir parce qu'il pense au lendemain, à la peur des examens, à la peur des contrôles, ou qui pense effectivement à la peur de se confronter aux autres, etc. Donc tout ça, ce sont les premiers indices d'une souffrance. Après, par rapport au risque suicidaire, il y a effectivement la question du rapport de l'enfant à sa propre image et à ce qu'il est, hein. Et un certain nombre d'enfants vont commencer effectivement soit ne plus prendre soin d'eux, hein, ou soit à venir attaquer leur corps, hein. Les attaques du corps sont quelque chose d'assez nouveau, enfin nouveau sur le dernier quart de siècle, hein, où on a une augmentation considérable des scarifications, des attaques du corps, des anorexies qui sont des équivalents suicidaires pour certaines. Voilà, tous ces signes-là sont des signes qui alertent sur le danger, hein, par rapport aux enfants. Et puis, effectivement, si les parents ont un relatif contrôle parental sur les réseaux sociaux, notamment chez les jeunes adolescents, ils vont pouvoir aussi percevoir à un moment donné que dans les thématiques qu'ils abordent, il y a cette dimension du vide, du mal-être, d'un mal-être plus ou moins profond ou des suicidaires. Oui, il y a les pires signes aussi. J'arrive pas à comprendre que les gens se mettent des choses dans le nez, toute cette façon de se mettre des choses sur la langue, etc. Il y a quand même une sorte de jouissance dans la souffrance. Alors oui, en fait, je crois qu'il faut différencier euh, une souffrance qui va amener, par exemple, à se scarifier pour ressentir quelque chose physique et qui permet on pourrait dire presque de surmonter l'angoisse insupportable par le biais du physique, et puis tout ce qui relève d'une espèce de communauté, de mode, etc., qui fait qu'à un moment donné, pour être adolescent, voilà, faut avoir un certain nombre de codes comme ça, y compris des codes sataniques ou d'autres, finalement, pour rentrer dans une identification de groupe, hein. Et ça, effectivement, mais on le retrouve maintenant chez les enfants, les adolescents, comme chez les adultes, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire à un enfant qui dit je ne veux pas te blesser ou je veux pas te le dire? Est-ce que vous conseillez aux parents à ce moment-là de l'emmener chez un psy? Non, je crois qu'il faut faire sentir à l'enfant qu'il a en face de lui un parent qui est solide, qui est capable d'entendre, qui ne veut pas à tout prix pour lui son bien au sens de qu'il soit parfait, hein, mais qui est capable d'entendre, et ça c'est très important, hein, qu'il est capable d'entendre la souffrance de son enfant. Et je pense notamment, c'est important votre question, parce que je pense à ces ruptures familiales où à un moment donné, effectivement, un des parents peut être en souffrance liée à la séparation, et à ce moment-là, les enfants peuvent être dans une position de retrait, peuvent même être un peu le soignant de leurs parents, sans rien montrer de leur souffrance. Et assez rapidement, ce qu'il faut pouvoir faire, c'est effectivement faire comprendre à son enfant, oui, oui, je souffre, mais il n'empêche que je suis là et je suis capable d'entendre ta souffrance aussi, quoi, hein. Et ça, c'est un message que je transmets souvent aux parents par rapport au fait d'être là. Je pense qu'il y a deux façons d'être là dans l'écoute avec les enfants. C'est à la fois une écoute dans laquelle le cadre qui est posé, quel que soit le cadre, il n'y a pas un modèle de cadre parental, mais le cadre qui est posé, on ne lâche rien par rapport à ce cadre parce qu'il est important, mais en même temps, dans l'écoute, voilà, on n'est plus dans l'éducatif à ce moment-là, on est dans la capacité d'écouter, hein. C'est-à-dire la capacité éducative et complémentaire de la capacité d'écoute des parents. Oui, comment l'enfant a-t-il pu percevoir ses parents par rapport justement toujours à cette situation de Covid où les parents n'avaient pas leur mot à dire? Alors, les parents n'avaient pas leur mot à dire, les parents eux-mêmes étaient pris dans une situation Oui. très compliquée, hein, voilà, combien de parents l'ont dit, être à la fois en télétravail, avoir à assumer les enfants, subir un téléenseignement qui fonctionnait pas bien, forcément, puisqu'on n'était pas du tout entraîné à ce genre de choses, avec des enseignants qui apportaient beaucoup et avec des enseignants qui s'étaient complètement retirés de la scène. Donc pour les parents, ça a été effectivement difficile.
Mais vous soulevez là quelque chose d'important par rapport à ce que moi j'appelle la tutélisation des parents, hein. Cette tutélisation, c'est qu'à un moment donné, on va de plus en plus amener des directives aux parents, hein. Et je pense notamment quand j'avais écrit La fabrique des enfants anormaux, quand un enfant de 4, 5, 6 ans n'est pas tout à fait conforme à la norme, hein, qui correspond à sa classe, on va dire aux parents, votre enfant doit faire un bilan, il doit être hyperactif, il doit être ceci, etc. Voilà. Et donc les parents sont mis en demeure de faire le nécessaire à partir de là, y compris même de plus en plus fréquemment cette tendance qui est de dire, si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, on fait ce qu'on appelle une information préoccupante, c'est-à-dire un équivalent de signalement, qui fait qu'à ce moment-là, les services sociaux se penchent sur la famille et donc viennent tutéliser la famille. Ça, c'est un premier aspect de la tutélisation. Le deuxième aspect, c'est que les médias, les réseaux sociaux sont aussi des prescripteurs, hein. Et ces prescripteurs vont venir troubler le message éducatif des parents, hein, voilà, avec des éléments qui sont là plutôt vis ta vie, fais ta liberté, t'es un adulte, t'es un adolescent, etc., etc. Voilà, toutes ces choses qui, à un moment donné, rendent le discours parental compliqué à entendre et à accepter, si vous voulez. Et donc, ces deux phénomènes-là placent les parents à la fois dans une forme d'impuissance parfois, hein, notamment par rapport à leurs grands adolescents, et en même temps de souffrance, parce qu'ils ne veulent pas être dans la contrainte de leur enfant, ils ne veulent pas qu'il souffre, et en même temps, ils sont en désarroi parce qu'ils n'arrivent pas à faire passer leur message. Ce que je voulais dire, c'est est-ce que les enfants ne sont pas sentis abandonnés, c'est-à-dire il n'y avait plus d'autorité parentale dans toute cette crise. Les parents n'avaient Alors, pas le droit de dire. oui, alors je pense qu'on ne peut pas généraliser parce qu'il y a des enfants qui arrivent à dire, bon, j'ai jamais aussi bien vécu ce moment-là qu'avec mes parents, et y compris des parents qui ont relativement bien vécu les choses. Je Il y parle en de a qui ont... l'école, hein. Je parle de l'école, hein, toujours, hein. Oui, oui, oui. De la relation à l'école, les masques, enfin, Ah oui, alors quand on voilà. arrive effectivement, voilà, alors, oui. Donc l'après-confinement a été compliqué, oui, d'accord. On est d'accord sur l'après-confinement, il y a eu vraiment des choses avec des directives, y compris des directives contradictoires, que les parents subissaient, comme les enfants subissaient. Au point d'ailleurs que des parents, à un moment donné, ont dit, c'est pas la peine, je ne mets pas mon enfant à l'école dans ces conditions-là, hein. Et eux-mêmes ont décroché par rapport à des injonctions paradoxales, hein. Alors, ils mettent pas leurs enfants à l'école, mais l'école est obligatoire. On retombe toujours dans une espèce de cercle vicieux où on a rendu l'école obligatoire juste avant cette pandémie, de manière à ce que les parents n'aient pas d'autre choix que de les mettre à l'école. Donc, Oui. c'est vraiment compliqué. On n'a pas la solution là. Il y a aussi le fait, alors ça c'est très courant, le fait de la honte. Le gamin qui dit ils m'ont fait la honte, c'est-à-dire là ça vient pas de l'école, ça peut venir de l'école, mais ça peut venir des petits compagnons ou des camarades. Cette honte et qu'on veut pas y retourner. Voilà, c'est ça. C'est tout le registre au sens large du harcèlement et de la maltraitance qui peut venir d'un professeur, hein, c'est-à-dire t'es nul, etc. Enfin, ça a toujours existé, voilà, et qui vient très souvent d'un phénomène de groupe qui va à un moment donné isoler un enfant, le transformer en bouc émissaire et le placer dans une situation de souffrance, quoi, hein. Et donc, à un moment donné, cet enfant, on est tellement sensible au regard des autres, notamment dans la préadolescence et l'adolescence, que la moindre réflexion peut agir comme un mot qui tue, si vous voulez, hein. Et donc ça, c'est vraiment un problème. Mais c'est des choses qui ont déjà existé. Oui, ça, Les réponses, voilà. Mais les réponses, alors on en parle plus maintenant, notamment par rapport au suicide lié aux situations de harcèlement, mais ces choses-là existaient déjà au préalable. Simplement, elles étaient pas, non seulement elles n'étaient pas médiatisées, mais on avait une fâcheuse tendance à dire ben, c'est d'histoires d'enfants, hein, et de banaliser ça, alors que ces histoires d'enfants ont généré des traumatismes qui se poursuivent, y compris à l'âge adulte. Mm. Alors, comme dans le monde du travail, il y a le présentéisme, c'est-à-dire des problèmes de gens qui se présentent plus trop pour travailler, il y a l'absentéisme scolaire, et cet absentéisme scolaire est plus important dans une section professionnelle que dans des sections générales ou technologiques. Comment se fait-il qu'il n'y en ait plus dans les sections Mm. professionnelles?
Alors, c'est bien que vous disiez ça parce qu'en fait, du présentéisme, il y en a aussi à l'école. C'est-à-dire des enfants qui y vont, voilà, je ne vais pas embêter mes parents, j'y vais, mais je dors en classe, je fais autre chose, voilà. Et donc, ils sont, voilà, et c'est assez terrible pour les enseignants parce qu'ils ont en face d'eux des fantômes finalement, hein. Donc ça, c'est un premier point. Par rapport à l'absentéisme, je crois qu'il y a un phénomène important en France, c'est qu'on est toujours, même si les choses évoluent un peu, on est toujours dans une vision péjorative, plutôt négative de l'enseignement professionnel, hein. Et en fait, alors que ça peut être une voie d'élite, notamment en Allemagne, la formation professionnelle est une voie d'élite comme la formation générale. En France, c'était depuis longtemps la voie de garage, hein. Et donc, les enfants qui étaient déjà en situation d'échec scolaire ou de difficulté scolaire étaient dirigés. Alors, je dis étaient, mais le sont encore, même si on fait beaucoup d'efforts en ce moment pour revaloriser ces formations professionnelles. Et donc, ils sont déjà marqués par cette dimension d'échec ou de difficulté scolaire. Et tout naturellement, quand ils arrivent dans le pro, qui souvent, ils n'ont pas choisi, hein. Alors, on dit dans quelle filière tu veux aller, électricité, etc., ou restauration. Mais comment on peut choisir ça à 14 ou 16 ans, hein? Donc, ils y vont et puis ils se rendent compte que ça ne leur correspond pas. Donc, ils décrochent par rapport à ça. Oui. Alors, il y a aussi ceux qui disent qu'ils n'ont pas besoin de l'école pour faire ce qu'ils ont à faire. C'est un peu le cas de tous ces influenceurs qui voient sur le net et ils ont l'impression qu'ils peuvent faire une vie sans avoir besoin de l'école. Et Voilà. Alors là, on tombe dans ce problème qui est vraiment un problème de société. On a vu qu'il y a un problème des enfants, un problème parental, un problème de l'école, mais aussi on a un problème de société avec cet envahissement très important des écrans, hein, puisqu'on a les dernières statistiques montrent qu'en moyenne, les enfants sont, les jeunes adolescents et plus âgés sont entre 7 et 10 heures par jour sur leurs écrans, hein. Autrement dit, l'écran est bien plus prescripteur que l'école ou que les parents, hein. Et donc, effectivement, tout ce qu'ils reçoivent, notamment cette espèce bien sûr, les fake news dont on parle beaucoup, mais aussi cette espèce de miroir aux alouettes, hein, des youtubeurs, des influenceurs, qui à un moment donné laissent à penser qu'on pourrait effectivement avoir du succès, faire le buzz, etc., et finalement avoir une belle vie, hein, en vivant à Dubaï et en gagnant beaucoup d'argent dans ces situations. Or, on le sait bien, hein, c'est voué à l'échec pour la plupart des enfants. Il y en a quelques-uns qui réussissent, mais voilà. Et donc, cette dimension-là, elle a pris le pas sur d'autres idéaux, hein. Alors effectivement, au début du XXe siècle, les idéaux pouvaient être des idéaux patriotes, des idéaux de travail, etc. Tout ça a beaucoup évolué. Les idéaux ont été effectivement à un moment donné le succès, le showbiz ou des choses comme ça. Et maintenant, les idéaux sont plutôt dans cette espèce de calquer finalement sur le modèle du youtubeur ou de l'influenceur, hein, qui va être voilà, le nouveau, comme on dit, grand frère, hein, ou grande sœur. alors, est-ce qu'il faut se fier aux solutions trouvées par l'enfant? Alors ça, effectivement, j'ai fait ce chapitre-là. Je trouvais que c'était très drôle parce que les enfants, quand à un moment donné, ils commencent à aller un petit peu mieux, suggèrent une solution à leurs parents, qui peut être une excellente solution, hein. Voilà, la reprise progressive, l'adaptation scolaire, enfin, un certain nombre de choses comme ça. Mais parfois, ils ont une solution qui peut allier leur confort, hein, c'est-à-dire, oui, je ne vais plus à l'école, je souffre à l'école, je ne vais plus à l'école, mais mon copain va au CNED, donc tu peux me demander le CNED. Voilà, j'ai pris un certain nombre d'exemples comme ça pour démonter la proposition et voir si cette proposition, elle tient, si elle peut être intéressante, hein, si elle peut être une vraie solution ou si au contraire c'est un leurre qui va aggraver la situation, hein. Et c'est pour ça que j'ai voulu le reprendre à partir des propositions des enfants. Moi, je trouve que c'est toujours très intéressant, les propositions qu'ils font, mais il faut voir si ce sont des propositions opportunistes ou si ce sont des propositions qui les aident finalement à surmonter leur angoisse, leurs difficultés, leur souffrance, quoi. Alors, dans les aménagements, il y a le CNED dont vous venez de parler, il y a aussi l'APAD que je connaissais pas.
Voilà. Alors l'APAD, c'est ce qui vient de succéder à ce qu'on appelait le SAPAD. Le principe, et alors il y a soit un SAPAD total, soit un SAPAD aménagé, l'APAD aménagé avec un CNED ou des choses comme ça. Le principe, c'est qu'il reste un lien relativement étroit avec l'école, hein, mais ce lien se fait en dehors de l'école. C'est-à-dire que un des professeurs va être par exemple un professeur référent et il va y avoir progressivement une volonté d'aménagement jusqu'à ce que l'enfant puisse revenir dans le milieu scolaire. Le seul problème par rapport à cet APAD, et on n'arrive pas à le mettre en place, c'est que ça a été décrété, hein, comme une solution, mais sans mettre les moyens réellement à disposition pour ça. C'est-à-dire que les enseignants référents, finalement, sont des bénévoles. Or, on le sait bien, les enseignants sont déjà submergés de boulot, donc ils ne vont pas rajouter ça. Et puis, ça demande quand même une logistique relativement importante et notamment la plupart des collèges, alors il y en a qui le font bien, mais la plupart des collèges voilà, disent, nous, on ne peut pas réaliser ça. Donc, euh, sortez de l'éducation nationale et enfin, radiez-vous du collège et aller au CNED. Mais c'est la meilleure solution, la PAD. Si ça fonctionne, si on met les moyens pour ça, c'est la meilleure solution. Alors, il y a l'E2C ou l'école de la deuxième chance. Il y en a combien d'écoles de la deuxième chance en France? Alors, le nombre, je ne me souviens plus. Par contre, on fait en sorte que dans la région, par exemple dans notre région, on a trois écoles de la deuxième chance, dont une qui, par exemple, dans la Marne, fonctionne très bien. Je pense qu'il y en a à peu près deux, trois dans chaque région, hein. C'est très intéressant et elles sont souvent plus organisées autour des grands adolescents, hein, c'est-à-dire cette espèce de passerelle entre le scolaire et la formation professionnelle. À la différence du micro-lycée qui, lui, reste dans le système classique, mais permet, avec un adoucissement et une adaptation très forte, de permettre que notamment les adolescents, à la veille enfin, seconde, première et terminale, puissent quand même continuer leur cycle, même en prenant un peu plus de temps, mais en allant jusqu'au bout, jusqu'à passer leur bac. Voilà, c'est deux aspects différents, mais les deux sont complémentaires. Vous parlez aussi des établissements innovants. Oui, alors en France, on pourrait dire d'un côté une belle tendance qui est de permettre quelques expériences, mais on a une fâcheuse habitude de ne considérer ça comme expérience et de ne pas enrichir l'offre au niveau scolaire de ces expériences, de les confirmer. Je ne prendrai qu'un exemple. Par exemple, il y avait une école qui fonctionnait sur le mode Freinet, sur la méthode Freinet, qui est une excellente méthode de projet dans la région parisienne. Et on n'a rien trouvé de mieux finalement, au bout d'une expérience qui marchait remarquablement, de déplacer l'établissement à l'autre bout de Paris, ce qui fait que ça rendait impossible, bien sûr, voilà, et l'expérience s'est terminée comme ça. C'est-à-dire que le discours de l'éducation nationale, c'est à chaque fois de dire ce ne sont que des expériences qui vont peut-être enrichir notre pédagogie, mais en même temps en restant sourds à ce qu'apportent des pédagogues, par exemple comme Philippe Mérieux, qui apporte des choses très intéressantes au niveau des propositions. Ces propositions sont prises sur un plan théorique, mais ne sont pas appliquées. Pourquoi elles ne sont pas appliquées? Parce qu'il y a un calcul à la petite semaine sur ce que ça coûte, hein, alors qu'on sait bien qu'une qualité d'enseignement, c'est une économie énorme. Une économie parce qu'il y aura moins d'échecs, parce qu'il y aura moins de décrochage, mais une économie aussi à long terme parce que ça permet que des gens suivent une formation et ne soient pas après dans une situation de dépendance, hein. Alors, les écoles hors contrat, qu'est-ce qu'elles ont de différence entre les écoles hors contrat et les écoles... Alors, la différence, c'est que on a une beaucoup plus grande liberté de proposer les choses. Mais en même temps, l'obligation, c'est qu'il y a un socle commun de compétences. Et la condition pour qu'une école hors contrat devienne une école sous contrat, c'est-à-dire permettre qu'il y ait une subvention à cette école, c'est ça en fait, hein. Par exemple, les écoles privées en France ont la plupart des subventions qui permettent un fonctionnement parce qu'elles ont accepté ce contrat d'être conformes à ce que prescrit l'éducation nationale.
Et le choix de certains établissements hors contrat, c'est de dire non, nous n'allons pas chercher à tout prix à rentrer là-dedans. Nous allons proposer, notamment, on parlait tout à l'heure des enfants en situation d'autisme ou des enfants à haut potentiel, mais qui sont en souffrance par rapport à leur haut potentiel. Nous allons proposer autre chose dans l'enseignement, même si c'est décalé et sans forcément se plier aux prescriptions de l'éducation nationale. En même temps, ce sont des écoles qui sont très surveillées, justement parce qu'on a toujours la crainte, enfin l'État a toujours la crainte que ces écoles soient des lieux voilà, d'écoles coraniques ou d'écoles intégristes, etc. Donc, il y a une surveillance accrue de ces écoles. Et puis, le deuxième inconvénient, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est le coût que ça représente, parce qu'effectivement, ce qui est rédhibitoire, c'est pour un certain nombre de familles de ne pas pouvoir financer ces coûts qui sont quand même relativement importants, puisqu'il n'y a pas de subvention de l'État, quoi. Qu'est-ce que vous pensez des associations de soutien scolaire? Est-ce que ça vaut la peine? Ah, c'est très précieux. Heureusement, heureusement qu'on les a. Heureusement qu'on les a, et notamment quand elles sont bénévoles. Je pense, moi, je reçois beaucoup d'enfants des quartiers dits difficiles parce que j'exerce à Reims. Reims, c'est une ville qui apparemment peut paraître riche, hein, le Champagne, la cathédrale, etc. Mais en fait, c'est une ville où il y a énormément de personnes en situation de précarité. Voilà. Et donc, à la fois, c'est aussi ceux qui sont plus souvent en échec scolaire, on peut le comprendre par un certain nombre d'éléments. On ne va pas rentrer dans le détail de ça, mais ce qui est sûr, c'est que si il y a une association qui offre une possibilité bénévole d'aide, hein, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Hein. Ça va permettre à un moment donné, sans avoir de financement familial, d'apporter un soutien scolaire, par exemple, ou une logistique qui va permettre à un enfant de ne pas décrocher, par exemple. Hein. En dernier recours, c'est le psy, à votre avis? Il y a plusieurs psys. Quel psy faut aller voir? Ben, celui déjà qu'on trouve. C'est-à-dire que, je vous le Psychologue, disais tout à l'heure, psychothérapeute? nous sommes peu nombreux comme pédopsychiatres. Les psychologues sont tout à fait aptes à recevoir des enfants en difficulté comme ça. Le seul inconvénient, c'est que finalement, si un psychologue fait un certificat pour dire que l'enfant est en souffrance et ne veut pas retourner à l'école, la réponse de l'éducation nationale, c'est il nous faut un certificat d'un pédopsychiatre, hein, ou à la limite d'un psychiatre, ou à la limite d'un médecin généraliste. Mais pour ce qui est de... on est un peu piégé là-dedans en France, c'est-à-dire l'autorité médicale compte bien plus que la qualité et la compétence psychothérapique, si vous voulez. Alors qu'il y a des psychologues qui travaillent remarquablement bien, mais ils n'auront pas cette crédibilité auprès justement de tous les services, que ce soit les services d'État, l'éducation nationale, etc. Ok, donc peut-être commencer par un psychologue scolaire, il doit y en avoir. Alors, les psychologues scolaires ne reçoivent pratiquement pas. C'est-à-dire, les psychologues scolaires, déjà, ils sont peu nombreux. Hein. Elles sont peu nombreuses parce que la plupart sont des femmes et elles sont submergées de demandes qui correspondent en fait à des évaluations. Hein. C'est-à-dire qu'on évalue l'élève, on fait éventuellement un bilan, mais jamais elles ne prennent en charge les enfants en difficulté. C'est toujours à l'extérieur, c'est-à-dire soit en libéral, soit dans ce qu'on appelle les CMP, les centres psychopédagogiques, les CMPP ou les CMP, qui peuvent permettre d'apporter ce soin et cet accompagnement, si vous voulez. Ok, qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer l'émission là? Je ne veux plus aller à l'école aux éditions Max Milo, Thierry Delcourt. Moi, j'insiste surtout sur le désarroi des parents et comment, en tout cas, mon travail, c'est toujours de restaurer cette forme de confiance des parents et surtout le fait que c'est eux qui sont qui sont les guides pour leur enfant.
hein, même si à un moment donné on fait pression sur eux pour voilà, faire des bilans, pour faire des choses, pour déscolariser ou etc. Ce sont les parents. Et donc je crois que le soutien aux parents est quelque chose de très important. Et puis bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, l'écoute, c'est-à-dire la capacité d'écoute de l'enfant, ça c'est vraiment un élément majeur parce que c'est comme ça qu'on va éviter justement les décrochages, bien sûr les souffrances, et puis qu'on soit attentif voilà, d'authentiques souffrances des enfants. Bon, je pense que si les enfants ont un comportement comme ça, c'est qu'il y a quand même un souci dans cette société. Oui, c'est vrai. Je pense que les enfants étaient heureux d'aller à l'école avant. Ils étaient heureux. Oui, et en tout cas, voilà, ils y allaient, c'est-à-dire que de votre génération, de la mienne, on allait à l'école de toute façon. Voilà, on ne se posait pas le choix d'y aller ou pas. On y allait. Alors certains vivaient très bien à l'école, d'autres le vivaient dans une relative souffrance. Moi, je reçois quand même beaucoup d'adultes qui ont été marqués plus ou moins profondément dans leur enfance par des situations complexes à l'école, mais aussi des situations de maltraitance, et qui gardent ça toute leur vie comme une espèce de blessure narcissique, si vous voulez, qui rend la vie difficile. Mais ils ont continué, et souvent dans un certain silence, hein, c'est-à-dire on ne parlait pas forcément de la souffrance qu'on ressentait, hein. Il y avait quand même l'école buissonnière, tout le monde connaissait ce mot-là. Ah ben, bien sûr, on l'a tous faite. On l'a tous faite, heureusement, heureusement. Le Voilà, tout, c'est pas d'en prendre une habitude, voilà. pas que ça se répète. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Au Bonne revoir. journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.